Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter de la bataille de Magnésie du Sipil, qu'on pourra appeler la bataille de Magnésie, donc qui se déroule en décembre 190 avant notre ère, entre les légions romaines conduites donc par le consul Scipion l'Asiatique, frère de Scipion l'Africain, à l'armée séleucide du roi Antiochos III, surnommé le Grand. Donc elle voit la victoire donc des Romains, qui vont donc imposer une paix très dure ensuite aux Séleucides, la fameuse paix d'Apamée, qui voit en clair la perte définitive de l'Anatolie. Et donc, voilà, c'est une bataille décisive de la guerre antiochique, donc qui oppose les Séleucides aux Romains, qui dure de 192 à 189. Donc la bataille se tient en Turquie actuelle, on est là en Phrygie, non loin de la cité de Magnésie du Sipil. On est là à 40 kilomètres de Smyrne. Alors cette bataille est quand même assez bien connue, grâce surtout à Tite-Live, Appien ailé d'un point de vue militaire, avec donc la bataille de Cynocéphale et la bataille de Pydna, une des grandes victoires des légions romaines sur les armées hellénistiques au IIe siècle avant notre ère. Sachant bien sûr que les légionnaires romains ont eu fort à faire un siècle avant face à Pyrrhus, donc le roi des Pyres, qui avait mené campagne en Italie. Et on peut considérer que Magnésie consacre voilà, la supériorité tactique des légions romaines face à la phalange ou aux armées, on dira, de type hellénistique. Alors, on va revenir sur le contexte relativement rapidement. Donc voilà, c'est une des deux grandes batailles des guerres antiochiques, ou guerres syriaques, ainsi les appelaient parfois les auteurs latins. Alors, aux origines de la guerre, c'est tout simplement voilà, la volonté d'Antiochos III de se restaurer, ou en tout cas d'instaurer un immense empire, sachant qu'il avait entre-temps, repris, on l'a vu, bon, après la bataille de Raphia et de Panion, enfin voilà, il avait mené des guerres pour la possession de la Syrie contre les Lagides d'Égypte. Il avait aussi mené donc une anabase, c'est-à-dire voilà une expédition en Haute-Asie. Et à la fin de son règne, Antiochos III se tourne vers l'Asie mineure et la Grèce. Alors que dans le même temps, les Romains sont en pleine expansion, ils ont remporté la deuxième guerre punique contre Carthage, ils ont étendu leur influence sur une bonne partie de la Méditerranée, et ils ont aussi mené un conflit en Macédoine, c'est la deuxième guerre de Macédoine, et ils ont remporté évidemment contre les Antigonides de Macédoine, et les Romains commencent à entrer dans le jeu, on va dire, de la politique orientale, sachant que Rome est devenue la protectrice de petits États grecs, mais enfin petits mais puissants, n'est-ce pas, comme Rhodes et surtout Pergame, c'est le royaume des Attalides, qui se sentaient menacés par l'expansion des Séleucides. Alors à voir aussi qu'il y a des conflits régionaux en Grèce qui vont complexifier la situation, sachant notamment que la Ligue étolienne, qui était alliée des Romains, va changer de camp, parce qu'elle estime qu'elle n'a pas été assez récompensée donc après avoir aidé les Romains contre les Macédoniens. Donc on est à la bataille de Cynocéphale, avec Philippe V qui est vaincu, Antigonide. Et donc les Étoliens vont en fait se rapprocher des Séleucides et pousser Antiochos à entrer en guerre contre Rome. Et là, Antiochos, faut le savoir, va débarquer en Grèce en octobre 192. Donc c'est, on pourrait dire, une des seules véritables campagnes des Séleucides en Grèce. Bon, on pourrait remonter à Séleucos, qui avait tenté de prendre pied en Macédoine et qui sera tué en 281. Voilà, donc il débarque en Grèce avec 10 000 hommes, il remporte quelques petits succès, mais voilà, il a peu d'alliés en Grèce. Tandis que les Romains peuvent compter sur la Ligue achéenne et ainsi qu'avec une alliance qu'ils ont forgée avec Philippe V, qui veut, on imagine, contrecarrer les ambitions des Séleucides. Donc Antiochos va se retirer un moment aux Thermopyles, voilà, c'est le bis repetita, la fameuse bataille
des guerres médiques, et les Séleucides sont vaincus à la bataille des Thermopyles. On est là en 191, hein, sachant qu'en fait, Séleucos va employer la même tactique que Xerxès et vouloir bloquer le défilé, mais enfin plutôt que les Spartiates, pardon, mais bloquer le défilé, et les Romains bah, vont faire comme les Perses, hein, et les encercler. Bon, je n'évoquerai pas cette bataille, mais enfin en tout cas, on a parfois tendance à l'oublier, mais voilà, c'est la première, on va dire, grande euh, confrontation directe entre Séleucides et Romains, dans la bataille des Thermopyles en 191. Donc ça oblige Antiochos à évacuer la Grèce avec son corps expéditionnaire, et là, il rejoint donc l'armée de son fils, donc qui est Séleucos, qui fait alors le siège devant Pergame, euh, hein, qui est une alliée donc de Rome, hein, sous le règne du roi Attalide, donc Eumène II. Et donc une guerre navale donc se déroule entre la flotte séleucide et les alliés de Rome, donc Pergame et Hérode. Antiochos en fait essaye en fait d'éviter l'armée romaine, hein, qui est dirigée donc par les deux frères Scipion, hein, qui débarquent en Asie mineure, afin voilà de pouvoir recruter davantage de troupes. Et bah, il est contraint à la bataille, hein, mais il a quand même la possibilité de choisir le terrain, et il va s'installer dans une grande plaine où il compte faire jouer sa supériorité numérique, notamment en cavalerie, en éléphant et en char à faux. Donc voilà pour cette première partie. Alors, je reviendrai tout de suite après sur le déroulement de la bataille, mais bon, voilà, je tiens à dire que j'utilise un dispositif qui n'est pas forcément libre de droit, hein, je n'ai pas trouvé sur Wikipédia notamment ou Wikimedia, mais bon, j'ai bien mis la source, hein, donc qui est issue d'un atlas des guerres, hein, comme on peut voir en légende en bas du document. Alors, on va déjà s'intéresser aux effectifs globaux, sachant que il y a parfois quelques contradictions entre les sources antiques, hein, notamment entre Tite-Live et Appien, ainsi que d'autres chiffres, hein, qui sont avancés par les historiens modernes. Alors, je vais prendre, on va dire pour argent comptant, les sources anciennes, hein, en l'occurrence Tite-Live là pour le coup, en estimant donc les légions romaines, enfin en tout cas l'armée romaine, il n'y a pas que des Romains, à 30 000 combattants, tandis que du côté donc séleucide, on en est à 70 000. Alors voilà, les chiffres peuvent être minorés, voilà, par certains historiens modernes, mais enfin en tout cas, on imagine bien la supériorité numérique des séleucides. Alors, revenons donc sur les forces en présence, sachant que voilà, donc j'ai donné les effectifs globaux, mais on peut déjà remarquer que les troupes séleucides et en fait ont été fraîchement recrutées. Donc elles manquent d'entraînement, hein. Au contraire, hein, du côté romain, hein, ce sont des vétérans pour certains des guerres puniques, voire des guerres aussi macédoniennes. Donc la supériorité numérique, séleucide, ne va pas jouer à plein. Alors il faut voir, et comme disent hein, les auteurs latins, les Romains vont vraiment être impressionnés par le côté bigarré ou chatoyant, on pourrait dire, de l'armée séleucide, qui compte des troupes très différentes, on pourrait dire de régions ou d'équipements très très différents, richement ornementés. Donc voilà, c'est une armée rutilante, hein, qui mêle, on pourrait dire, la tactique macédonienne et puis les immenses armées bigarrées des Perses. Donc ça a beaucoup frappé les Romains contemporains. Alors, à voir que bon, ce dispositif est tout à fait intéressant. Je suis pas forcément d'accord avec tous les termes. On va pas forcément chipoter ou avec les transcriptions. Bon, on va pas rentrer trop dans le détail, mais bon, pour le coup, donc là, le dispositif séleucide est
relativement classique. Je dis bien relativement, parce qu'on verra, il y a quand même un placement de la cavalerie un petit peu particulier. Donc on a au centre, évidemment, les 16 000 phalangites. Donc on retrouve là, hein, parmi ces phalangites, et évidemment, ce sont des Gréco-Macédoniens, euh, des colons, hein, pour ainsi dire, voilà, qui vivent dans des garnisons, des colonies ou des cités du royaume séleucide, avec, on le suppose aussi, des levées asiatiques. Hein. Je l'avais déjà évoqué à propos de la bataille de Raphia, mais rien n'empêche de penser qu'il y avait au sein de ces phalanges des troupes babyloniennes ou syriennes, par exemple. Alors, on retrouvera également, donc là on voit, je le fais pas forcément dans l'ordre, mais bon, en deux, les fameux argyraspides, hein, qui sont les fantassins d'élite, hein, qui sont donc là sur l'aile droite, euh, voilà, qui sont les héritiers, les boucliers d'argent d'Alexandre le Grand. Donc ce sont là donc des fantassins, on pourrait dire armés de saristes, hein, mais peut-être avec des unités un peu plus mobiles. Alors bah pour le coup, on voit bien hein, l'importance de la cavalerie hein, du côté des Séleucides. Donc on a là ici en numéro un donc des cavaliers daéens. Alors on pourrait dire des Scythes en fait. Hein. Les daéens, c'est une des nombreuses tribus, la confédération des Scythes. Hein. Voilà, il y a différentes tribus Scythes, les Massagètes, les Sas, voilà. Bon, évidemment aussi les Parthes hein, qui sont apparentés aux Scythes. Donc on va considérer les cavaliers Scythes en clair des archers montés. Donc on a en numéro 2, je l'ai dit, les argyraspides. En 3, on a là ici, alors ce qu'il appelle là ici les agèmes, bon, on va tout simplement dire hein, la cavalerie de l'agéma, en clair, l'escadron royal, les cavaliers d'élite, on pourrait dire armés comme des compagnons macédoniens, hein, donc avec une lance, hein, voilà, hein, ces troupes de choc. On a en numéro 4, alors il va avoir un impact important dans la bataille, c'est les cavaliers cataphractaires, donc voilà, c'est vraiment la première fois que les Séleucides vont employer aussi massivement des cavaliers cataphractaires, c'est-à-dire dont les chevaux sont parfaitement protégés hein, avec une armure. Hein, ils sont évidemment inspirés des cavaliers scythes et notamment parthes. Hein, certains considèrent même que ce sont les ancêtres des chevaliers médiévaux. On a en numéro 5 un petit bataillon de Galates, hein, donc ce sont en fait ni plus ni moins des Celtes installés en Anatolie, hein, après les diverses invasions hein, du monde grec. Hein, ils ont fini par se sédentariser et de fournir de manière régulière hein, des troupes, des mercenaires. On en retrouve d'ailleurs aussi dans l'Égypte lagide. On a, je l'ai dit, donc au centre, bien sûr, les phalangites, hein, qui sont commandés par un général qui s'appelle Zeuxis, qui est important, on peut le considérer comme le plus grand général d'Antiochos III, et qui va d'ailleurs participer plus tard à la paix d'Apamée. Hein. Donc elle est disposée en 10 unités de 1600 hommes, hein, qui sont chacune de ces unités ordonnées en 32 rangs de 50 hommes, hein, ce qui fait bien donc en tout 16 000 phalangites. Alors ils sont là aussi flanqués hein, de 7000 Galates. Alors bon, je l'ai pas dit, mais les Galates, c'est plutôt, on pourrait dire, des turéophores, hein, comme on disait à l'époque, hein, c'est-à-dire des porteurs de boucliers longs, parfois avec une armure, enfin un plastron, parfois torse nu. Enfin voilà, ils combattent à l'épée et au bouclier. Ils sont protégés donc par un bouclier. En numéro 8, on a là donc des fantassins légers, donc on pourrait considérer comme des peltastes. En 9, on a là aussi donc des cavaliers cataphractaires, dont on a déjà parlé. Alors un autre escadron royal ici, on appelle ala royal, ici l'aile, hein, pour dire escadron royal, bon là aussi le terme pourrait être un petit peu discuté, parce que c'est un mot romain, donc je vois pas ce que ça vient faire du côté séleucide. Et on retrouve également donc des cavaliers galates, ainsi que des tarentins. Alors Tarente, c'est une cité évidemment d'Italie du Sud, hein, une cité grecque de Grande Grèce, donc d'Italie du Sud. Mais en fait, tarentin, c'est un terme générique pour parler de cavaliers légers, donc de lanceurs de javelots. Et on a évidemment ce qu'on voit pas forcément, alors les éléphants de guerre, là je les cherche, mais ils sont en fait au devant de la phalange en fait, hein, on voit pas forcément très clairement, mais du côté des Séleucides, on a, que je regarde ça précisément, 54 éléphants de guerre. On est bien loin des 500 éléphants de guerre de Séleucos, hein, la bataille d'Ipsos, pour une raison simple, c'est que
l'Inde a été perdue, hein, les provinces, on va dire, de l'Indus, hein, ont été perdues par les Séleucides il y a déjà bien longtemps, donc ils ont beaucoup moins d'éléphants qu'au début de la période, que du temps de Séleucos notamment. Et on retrouve également des chars à faux. Alors, traduit très souvent, je l'ai déjà dit à propos d'autres batailles, de manière erronée en français, en char-seat. Ça n'a rien à voir, parce que c'est des seated chariots en anglais. Seated, c'est un mot d'ailleurs d'origine germanique qui veut dire à faux, donc rien à voir avec les sites. Et très souvent, c'est mal traduit en char-seat. Je le vois très régulièrement dans des publications, même qui se veulent, on va dire, sérieuses. Donc voilà pour le dispositif des Séleucides. Donc on voit que c'est une armée quand même très très disparate, hein, très très composite. Alors du côté des Romains, on va dire un placement classique, hein, avec 4 légions. Alors au centre, on le voit, 2 légions romaines, hein, donc en 3 et en 4, avec alors, les alas, c'est-à-dire des alae au pluriel, donc des ailes. En clair, ce sont des légionnaires, mais qui viennent d'Italie. Donc ce ne sont pas strictement parlant, du moins à l'époque, encore des citoyens romains. Mais bon, évidemment, ils sont armés, entraînés à la romaine. Donc on va dire que c'est des légions peut-être un petit peu moins performantes. Mais enfin voilà, on a ici 1, 2, 3, 4 légions, avec évidemment au premier rang les Astati, au deuxième les Princeps, et au troisième les Triarii. Donc, bon, je reviendrai pas là-dessus, c'est quand même généralement bien connu, mais enfin voilà, on sait qu'ils sont placés en fonction de leur âge, de leur expérience, hein, que l'équipement varie un petit peu, hein. En gros, les Triarii ressembleraient presque à des hoplites, hein, avec une longue lance. Les Princeps et les Astati, eux, sont armés de plusieurs pilums, hein, donc des javelots, et terminent le combat à l'épée. Bon, ça c'est archi connu, je n'y reviendrai pas. Alors là, pour le coup, du côté romain, c'est pas forcément le cas à chaque fois, mais on retrouve des troupes alliés qui combattent, on va dire, à leur façon, pour dire. On a là des peltastes ici, là, en 6, hein, qui sont en fait des peltastes commandés par Eumène II, hein, donc ce sont des troupes légères du royaume de Pergame. On a là aussi un fort contingent de cavalerie, là aussi sous commandement d'Eumène II, donc le roi de Pergame. Tandis que de l'autre côté, on a des escadrons de cavalerie romaine. Donc je prendrai voilà moins de temps pour le dispositif romain qui est somme toute assez classique, même si on a vu qu'il y a quand même une aile occupée par l'allié, hein, Eumène II, donc roi de Pergame. Donc voilà pour le dispositif. Troisième partie donc de cette analyse de la bataille de Magnésie, donc entre le roi Séleucide Antiochos III et les légions romaines commandées par les frères Scipion. Donc on avait étudié préalablement le contexte, puis le dispositif. Et là, on va entrer dans le vif du sujet, hein, avec Antiochos qui va donc lancer les hostilités. Ce qu'on peut voir en pastille, hein, numéro 1, donc il va lancer une formidable masse de cataphractaires et donc des cavaliers de sa garde ainsi que les archers montéscites, en clair toute son aile droite, à l'assaut de l'aile gauche romaine, hein, qui est formée par des légions des alliés, hein, ce qu'on appelle les alae, hein, donc les ailes, hein, qui sont des légionnaires italiens mais non romains. Alors il y a une variante, hein, entre Appien et Tite-Live, parce que voilà, Tite-Live, qui ne veut pas entacher la réputation des Romains, considère que ce sont bien les alliés qui sont sur le côté gauche. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans ces querelles. Mais enfin voilà, en tout cas, on y reviendra, mais voilà, la charge de cavalerie est un succès, hein, ce qui montre bien justement que les cataphractaires sont capables de front de battre et de faire dérouter des fantassins. Et on le voit, hein, bah, cette charge donc victorieuse va amener Antiochos jusqu'au camp romain. Et là, on peut le dire d'emblée, hein, comme on avait déjà remarqué à la bataille de Raphia, donc en 217, hein, entre Antiochos III et Ptolémée IV, c'est qu'Antiochos va se lancer dans une vaine poursuite, hein, plutôt que de se rabattre sur les arrières de l'adversaire. Alors de l'autre côté, donc du côté séleucide, hein,
il y a donc l'assaut donc des chars à faux, accompagnés d'ailleurs aussi de dromadaires, hein, je l'avais pas cité, mais il y a aussi des dromadaires de combat du côté séleucide, et qui mènent la charge, hein, on le voit ici en numéro 2, contre l'aile, hein, qui est commandée par Eumène II de Pergame, hein. Ça, on l'avait bien dit. Et là, pour le coup, même si Tite-Live amoindrit un petit peu quand même le rôle du roi de Pergame, hein, mais bon, voilà, ce sont bien des fantassins légers, les tirailleurs pergamiens, hein, qui vont repousser l'assaut, hein, en littéralement mitraillant de leurs projectiles les chevaux des attelages, hein. D'ailleurs, ils vont pas viser les conducteurs, mais les chevaux. Et dans leur fuite, les chars vont d'ailleurs, en fait, euh, traverser la ligne donc, des cataphractaires de l'aile gauche et le site qui fuient à leur tour sans même combattre. Ce qu'on voit ici, hein, vous voyez, les cavaliers donc fuient en désordre, hein, parce que voilà, les chars à faux refoulent vers eux. Et donc, ils vont fuir sans combattre. Et Eumène va alors entamer une sanglante poursuite, hein, de ses troupes. Alors d'ailleurs, pour le reste de la bataille, hein, on utilise plus Appien, hein, qui a écrit les fameuses guerres syriaques, que Tite-Live, hein, qui est peut-être moins fiable. Donc autant Tite-Live est correct, on va dire, pour le contexte ou les effectifs, il l'est beaucoup moins pour la suite de la bataille d'après les historiens modernes. Donc on revient là à Antiochos, hein, qui a écrasé toute la cavalerie romaine, ainsi qu'une légion entière, avec ses cataphractaires, et il va donc se lancer à l'assaut du camp romain. Et là, pour le coup, euh, les Séleucides, hein, sont arrêtés près du camp. Alors, on explique un tribun, voilà, qui arrive à rallier 2000 soldats, à rameuter également les troupes en fuite, hein, pour contre-attaquer. Et d'ailleurs, en fait, on pense que les défenseurs du camp sont des Macédoniens, hein, ce sont même pas des Romains. Et donc, en fait, le camp romain est sauvé par des troupes auxiliaires, sachant que les Romains, eux, ont fui, hein. Donc voilà, ça explique pourquoi peut-être Tite-Live ne va pas dire toute la réalité des faits, hein, tandis qu'Appien, lui, est peut-être plus, on va dire, plus réaliste, hein, et met en avant le rôle joué par les alliés, donc les Macédoniens, hein, dans la défense du camp romain. Alors, dans le même temps, la cavalerie romaine, en fait, donc de l'aile gauche, hein, qu'on voit ici, parvient à encercler les phalangites. Tandis que dans le même temps, Eumène, qui est conscient en fait de voilà, qui est conscient qu'il doit arrêter la poursuite, hein, voilà, des cataphractaires, hein, syriens, eh bien revient sur les arrières de la phalange séleucide. Et là, pour le coup, Eumène va ordonner de concentrer tous les tirs de ces tirailleurs contre les éléphants. Et donc là, les éléphants, bah, affolés, sèment la panique dans leur propre rang, ce qui va causer voilà une dislocation de la phalange séleucide. Et donc, bah, les Romains vont poursuivre et massacrer les phalangites qui sont totalement désorganisés, parce qu'évidemment, hein, un phalangite isolé n'a pas du tout le même impact, hein, qu'un phalangite parfaitement ordonné dans une phalange. Et là, bah, Antiochos revient du camp, hein, au centre, en pensant pouvoir là vaincre les Romains, mais il voit la situation catastrophique de sa phalange, hein, qui donc on l'a bien compris a été prise à revers par Eumène,
Et bah, il comprend que là, que la situation est intenable, hein, et il refoule vers son camp. Et donc là, le combat, hein, se poursuit jusqu'aux portes du camp séleucide, qui est en fait pris et pillé par les hommes de Mène. Et d'ailleurs, on pense que Antiochos n'a fui le champ de bataille qu'après la prise de son camp. Et il fuit d'ailleurs en compagnie de son fils, hein, qui commande l'aile gauche. Hein, je l'avais pas cité, mais effectivement, c'est bien son fils, le futur Séleucos IV, qui commande l'aile gauche, hein, qui a refoulé en partie, on l'a vu, hein, les cataphractaires. Et là, on peut s'intéresser aux pertes. Alors, les chiffres avancés par Appien et Tite-Live sont assez fantaisistes. Hein. Ils parlent de 50 000 pertes séleucides en comptant les prisonniers, donc ce qui est tout à fait impossible. Hein, voilà. Donc, on est plus proche peut-être des 15 000, avec voilà de grosses pertes parmi aussi les éléphants. Et je vais même pas prendre la peine, on pourrait dire, de citer hein, les pertes romaines, bah, voilà, qui paraissent complètement, vraiment minorées. Hein. On est là à peine hein, à quelques centaines d'hommes. Donc on pense, voilà, plutôt dans les 5000 hommes. Donc en tout cas, voilà, on estime des pertes 10 000 hommes du côté séleucide, 5000 du côté romain. Mais enfin voilà, ça c'est d'après les calculs des historiens modernes, hein, parce que voilà, les chiffres avancés par les auteurs antiques sont tout à fait fantaisistes. Donc voilà, alors je vais quand même faire un bilan bon, rapide hein, de cette grande bataille, hein, voilà, qui est on pourrait dire la dernière grande bataille rangée entre Séleucides et Romains. C'est que là, bah, Antiochos est contraint à traiter et qui va donc envoyer en ambassade Xeuxis, hein, donc qui commandait sa phalange, auprès des deux Scipion, hein, donc Scipion l'Africain et son frère Scipion, qui va prendre le titre de Scipion l'Asiatique. Et donc en 189, c'est un traité vraiment très dur. Premier traité, pardon, et un deuxième en 188, donc c'est la fameuse paix d'Apamée, où en fait donc les Séleucides s'engagent à renoncer définitivement à leurs prétentions en Grèce, ils abandonnent notamment la Thrace et évacuent là définitivement l'Asie mineure jusqu'au Taurus. Donc là, c'est la perte définitive de toute l'Anatolie. Qui est d'ailleurs en partie, voilà, qui passe sous tutelle des Attalides. Hein. Ensuite, par testament, un roi Attalide donnera d'ailleurs son royaume en entier aux Romains. Ils doivent payer, enfin donc c'est aussi une indemnité considérable donc de 15 000 talents, hein, de tête un talent, je crois que c'est 30 à 40 kilos d'or, pardon d'argent. Il doit livrer également 20 otages. Euh, et il doit aussi d'ailleurs renoncer aux éléphants de guerre. Hein. Il y a même des Romains qui sont envoyés en Syrie, hein, à Laodicée, hein, c'est là où se tient voilà les grands haras royaux, pour s'assurer de l'élimination des derniers éléphants de guerre. Donc c'est la fin des éléphants de guerre chez les Séleucides. D'ailleurs, dans cette paix aussi, Hannibal est censé devoir être livré aux Romains, mais il va préférer le suicide. Donc voilà pour cette paix d'Apamée, hein, qui marque, on peut dire, voilà, l'entrée par la grande porte des Romains en Asie, hein, avec un remembrement au profit de Rome et de ses alliés de toute l'Asie mineure. Euh, voilà, donc quant au Séleucides, on verra, ils vont chercher plutôt ensuite à se réorienter vers l'Asie, et notamment les luttes contre les Parthes. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et je vous remercie pour votre attention.